passons au point 13, dont Jean-Pierre Carnet sera le rapporteur. Un point enfant-jeunesse pour évoquer le projet de pôle enfant-jeunesse de Pontorson. Alors c'est un dossier en fait qui date déjà, puisqu'il avait été travaillé dans la précédente communauté Branche Mont-Saint-Michel. C'est un projet aussi qui est lié à une certaine évolution des structures au sein même de Pontorson, puisque les aspects scolaires sont en cours de modification sur un rassemblement de l'ensemble des édifices scolaires en un seul lieu, ce qui va libérer des locaux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir justement permettre de réaliser ce projet de pôle enfant-jeunesse sur Pontorson. Sur la commune de Pontorson, il existe actuellement plusieurs services dédiés à l'enfance et à la jeunesse, mais situés dans des locaux souvent mal adaptés et sur des sites différents. L'accueil de loisirs extrascolaires des 3-12 ans ne dispose pas de ses propres locaux et l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires se fait sur le site de l'école maternelle du Chat-Perché. Ces locaux sont jugés inadaptés pour accueillir les 3 à 12 ans, merci, par la DDCS qui a émis un avis défavorable. Donc on a déjà plusieurs fois demandé des dérogations pour permettre justement le maintien des activités dans les locaux tels qu'ils sont aujourd'hui. L'appropriation des lieux par les enfants et l'équipe d'animation est difficile car les locaux sont majoritairement utilisés par les temps scolaires ou pour les temps scolaires. Il existe un accueil de jeunes 12-17 ans, situé dans un autre site avec des locaux totalement inadaptés, éloignés des lieux de vie des adolescents et ne respectant pas les règles d'accessibilité. Il existe un RAM. L'accueil des parents et des assistantes maternelles se fait dans l'ancien siège de la communauté commune de Pontorson, au sein des locaux exigus et inadaptés, espace partagé avec 2 agents de la déchetterie, ne permettant pas de garantir la confidentialité des échanges. Les animations se font au sein de l'école du Chat-Perché, je vais y arriver, dans des locaux là encore inadaptés. Absence d'espace véritablement dédié au RAM. Lieu de stockage éloigné de la salle d'animation, manutention importante pour le personnel. Le gros manque vient de l'absence de mode de garde collectif pour les 0-3 ans et le nombre d'assistants maternels est en diminution, je dirais même en forte diminution. Le territoire de Pontorson est le territoire qui a la capacité théorique d'accueil du jeune enfant la plus faible de notre communauté, avec un taux de 73,3% contre 78% pour le Mortenay et 86,1% en moyenne sur le territoire de la communauté. Le projet de pôle enfance jeunesse sur la commune de Pontorson ainsi été initié par la communauté de communes à Branche Mont-Saint-Michel. À cet effet, un architecte programmiste a été désigné en 2016. Plusieurs scénarios ont alors été élaborés et la commission Action sociale, lors de sa réunion du 21 septembre 2017, a validé le scénario 4. Ce scénario comporte un établissement d'accueil du jeune enfant de 18 places, un relais assistance maternelle, des espaces dédiés à la parentalité, lieu d'accueil parents-enfants, élément très important dans le cadre de nos réflexions PESL aujourd'hui, un accueil de loisirs extrascolaires de 3 à 12 ans et un accueil jeune de 12-17 ans. Vous avez un plan de l'ensemble de ces locaux. La partie 4 qui est un peu à l'extérieur, en fait, c'est un étage qui est sur la partie 4 telle qu'elle est dessinée dans le contexte global. Je rappellerai que le scénario qui a été retenu était un scénario qui n'envisageait aucune extension et on se limitait complètement aux locaux existants. Tous les scénarios qui prévoyaient des extensions étaient beaucoup plus onéreux en termes d'investissement pour demain. Ce projet de pôle enfant jeunesse pourrait se faire sur le site du Chat-Perché. En effet, il existe aujourd'hui sur Pontorson 2 sites scolaires différents. L'école maternelle du Chat-Perché et l'école élémentaire Louis Pergaud. La commune de Pontorson a prévu une extension de l'école Louis Pergaud pour regrouper les 2 sites scolaires sur un même lieu. L'extension du site de l'école élémentaire étant prévue avec des modules, il n'est pas nécessaire d'attendre à la fin de l'extension pour commencer la construction du pôle enfant jeunesse. Le plan de financement prévisionnel de ce projet s'élève à 1 500 000, détaillé comme suit. Donc vous avez les études pour 150 000, les travaux pour 1 200 000 et l'immobilier pour 150 000 euros. Les recettes en face donc sont en cours ou sont déjà négociées.
L'État et DETR, on pourrait envisager 110 000 euros. L'État FNADT, c'est 200 000 euros, donc normalement qui aujourd'hui sont dans les projets et qui ont été portés par le PETR. Le département, une somme de 300 000 dans le cadre du contrat de territoire. La CAF, le financement pourrait être à hauteur de 470 000. Alors, un certain nombre de financements reste à négocier puisque, avant de commencer à travailler peut-être un certain nombre de dossiers, il nous fallait aussi avoir l'accord de lancer le projet. Et le reste à charge serait à hauteur de 420 000 euros. Concernant les charges de fonctionnement, il n'est pas prévu de développement des services déjà existants, à savoir le RAM, l'accueil jeune et l'accueil de loisirs. Les charges de fonctionnement des différents services du pôle enfant-jeunesse ont donc été évaluées pour le multi-accueil, le LAEP et l'espace parent avec les hypothèses suivantes. Les recettes de la CAF et des familles sont évaluées à partir d'un taux d'occupation du multi-accueil de 70%. Les dépenses du chapitre 011 pour le multi-accueil sont évaluées à partir de la moyenne des dépenses des 4 EAJE de la communauté d'agglo, pondérée par le nombre de places de chaque EAJE. Le nombre de postes pour le multi-accueil est estimé à 6,5, une directrice, 5 agents auprès des enfants et 0,5 agents d'entretien. Le nombre de postes pour la LAEP est estimé à 0,3 agents d'animation et 0,1 agents d'entretien. Le nombre de postes pour l'espace parent est estimé à 0,5 agents d'animation et 0,15 agents d'entretien. Donc vous avez le financement en fonctionnement pour les nouveaux services. Alors sur le chapitre 11, donc, on serait à un total de 280 500 dépenses pour le projet global, sachant que ça représente pour le multi-accueil 18 places 240 000 euros, la LAEP 12 600 et l'administration espace parent pour 27 900, ce qui fait les 280 500 euros. Et après, au niveau des recettes, alors vous avez tout ce qui est le domaine de la CAF, de la MSA, PSU, PSEJ, CAF et MSA, la participation des familles à hauteur de 39 000 euros et le reste à charge pour la communauté qui serait de 92 000 euros qui se répartirait sur le multi-accueil pour 58 000, 10 600 pour les LAEP et 23 400 pour l'administration et espace parent. Donc ce qui nous ferait un total de 280 500 qui correspond bien sûr aux dépenses. Au vu du contexte budgétaire contraint, il est désormais proposé aux communes pour les projets non retenus lors du vote du budget 2018 de financer le reste à charge sur la partie investissement pour que le projet puisse se réaliser. Toutefois, concernant le pôle enfant-jeunesse de Pontorson, le reste à charge au stade de l'avancement du projet n'est qu'un prévisionnel. Aucune subvention n'est notifiée et l'estimation est faite par un programmiste. Il s'agit donc davantage de se mettre d'accord sur le principe des conditions de répartition du reste à charge plutôt que d'adopter des montants. Deux solutions sont alors proposées au Conseil communautaire. Là où les communes financent 50% du reste à charge de l'investissement au travers d'un fonds de concours dans les conditions prévues par le Code général des collectivités. Là où les communes financent 50% du reste à charge de l'investissement au travers d'un fonds de concours dans des conditions prévues par le CGCT et avancent le sol, soit les 50% manquants, à la communauté d'agglomération sous la forme d'un prêt sans intérêt entre la commune et la communauté d'agglomération dans les conditions prévues par les textes en vigueur remboursables sur 10 ans. Il est proposé également au Conseil communautaire d'approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, d'autoriser le président à solliciter les différentes subventions correspondantes. Alors sur les deux solutions qui vous sont proposées, soit c'est toujours un reste à charge porté par la commune ou les communes du secteur de Pontorson pour 50%, soit on fait un emprunt pour la moitié au niveau de l'agglomération, ou soit c'est la commune de Pontorson qui fait l'avance d'argent sous forme de prêt remboursable. Voilà, Président, ce que je pouvais présenter sur ce projet. Alors, projet qui aujourd'hui a été travaillé avec plusieurs réunions, qui a fait l'objet aussi, je dirais, de plusieurs passages au niveau de la commission cohésion sociale et qui aujourd'hui donc vous est soumis, puisque la commission cohésion sociale souhaitait qu'on puisse soutenir ce projet au niveau de Pontorson, qui a grandement besoin de ces structures qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées dans le contexte de fonctionnement. Et je peux vous dire en passage que pour être allé plusieurs fois sur Pontorson, nous avons la chance d'avoir un personnel qui travaille dans les conditions qu'ils acceptent au quotidien, qui n'est pas simple, parce que c'est vraiment dans des conditions très très compliquées pour arriver à la formation qu'ils arrivent à faire avec le nombre d'enfants
qui sont concernés. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ou des compléments d'information? Alors, Jean-Luc Rochefort. Ouais, j'ai une question parce que je me souviens plus dans le budget d'investissement 2018. Est-ce que ce projet-là a été retenu, oui ou non? Non. Non, justement, en fait, disons que ce sont les différentes subventions qui ont été évaluées et puis envisagées qui permettent de revoir la faisabilité de ce projet, avec, vous l'avez compris, une participation de la commune qui nous permet d'avoir, j'ai envie de dire, un bouclage du budget, que du plan de financement. Donc ça reste à consolider. On parlait du FNADT avec Jean-Pierre qui reste à valider. Donc il y a des enveloppes qui sont mobiles, toujours dans ces cas-là. Donc, comme c'est dit dans la notice, il s'agit davantage de se mettre d'accord sur le principe des conditions de répartition du reste à charge plutôt que d'adopter des montants. On est bien là dans une prise de délibération qui remet ce projet dans la boucle, avec l'espoir de pouvoir boucler ce projet de financement. Bien évidemment, on imagine le pire, des enveloppes budgétaires, des cofinancements qui disparaissent, là ça remettrait en cause clairement le projet. Mais il n'y a pas de raison, n'est-ce pas André? On espère tous. Gilbert Daniel, Oui, Gilbert. maire de Chèvreville. Je m'aperçois que c'est certainement un beau projet et nécessaire, sauf qu'il a été mis au budget. Alors que nous, l'ancienne communauté de communes de Saint-Hilaire, on avait un projet aussi qui nous semble juste et nécessaire pour la réhabilitation et l'extension de l'école de musique. Un projet qu'on avait validé dans nos finances, qu'on a un permis de construire, on a un architecte, on avait un emprunt à taux zéro validé le 2/12/2016. Par délibération du bureau de la communauté d'Aglo, on a fait une demande de subvention. Alors le projet s'est élevé à 2 211 264 euros. Il y avait le leader 100 000 euros pour les recettes, la DETR 200 000 euros obtenus, donc on a dans nos finances, le contrat d'action territoriale 150 000 euros qu'on a obtenu, le conseil départemental 400 000 euros qu'on a obtenu, et le reste à charge pour la communauté d'Aglo, donc 1 361 264, dont les 500 000 de prêts à taux zéro. Donc on a tous des projets intéressants, mais la question, par rapport à nos finances très délicates, qu'est-ce qu'on va faire de ce projet qui est en cours? Et alors qu'on a déjà des subventions, est-ce qu'il faut qu'on les rembourse? Est-ce que ça fait partie de notre déficit actuellement? Moi, je suis pas contre les projets, il y en a plein, on sent la nécessité, mais on est pris dans un calendrier avec quand même des projets qu'on avait financés. J'avais déjà présenté la même chose pour le bureau de l'Office de tourisme, qu'on avait validé avec nos propres finances, et que c'est toujours en stand-by. Alors, moi, je me pose des questions, et pour le projet, en l'occurrence, je suis contre personne, mais je voterai contre, parce qu'on est dans une position plus que délicate, et je voudrais avoir la réponse, en l'occurrence, ce fameux prêt à 500 000, de 530 000 à taux zéro, il est dans nos finances, mais je ne sais pas où. Juste pour l'office de tourisme, ça a été, là c'était voté dans le budget. Donc l'office de tourisme, ça va se faire. C'est juste une précision concernant ce dossier. Oui, mais j'aime bien rappeler les reproches qu'on me fait. Alors, en ce qui concerne Pont-Orson, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'on est à la veille de la fermeture de toutes les instances qui concernent la jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, on est complètement dans des locaux qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés. Donc c'est de dérogation en dérogation, depuis que je suis vice-président chargé de la jeunesse, des dérogations pour l'accueil jeune, pour les centres de loisirs, pour le RAM, c'est toujours dans des conditions très limites, parce que derrière, on se dit, il y a un projet qui avait été initié par la communauté d'Avranches Mont-Saint-Michel à l'origine, qui a fait l'objet d'une étude par un architecte dédié qui a fait cette approche en fait d'un potentiel de réalisation. Je vous rappellerai par ailleurs quand même qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de personnels qui sont attachés à la communauté d'Aglo
et que s'ils se retrouvent sans activité demain, mais ils ont toujours des statuts au sein de nos propres structures, hein, ne l'oublions pas, et que le besoin en termes de projets par rapport à l'enfance au niveau de Pontorson, ce serait quand même dommageable aujourd'hui de faire une croix dessus, parce que je crois qu'il a été fait des efforts à d'autres endroits, à d'autres moments. Celui de Pontorson arrive avec quelque chose qui est très clair, c'est de dire on ne peut pas l'inscrire dans la démarche budgétaire aujourd'hui de l'agglo. Trouvons d'autres solutions, et je pense que la commune de Pontorson s'engage de son côté à dire, eh bien, puisque le reste à charge, on ne peut pas le transférer comme ça à l'agglo, nous on est prêts à jouer le jeu. Alors je sais que les communes de Pontorson se sont retrouvées entre elles, puisque ce n'est pas que Pontorson qui est intéressé par le projet. Je crois que les communes se sont associées à une réflexion en se disant, on se serre les coudes entre nous, et on est prêt, au niveau du reste à charge, à faire quelque chose ensemble. Alors je ne dis pas que toutes les communes aujourd'hui ont donné un accord signé et complètement validé, mais je sais qu'il y a quand même eu pas mal d'échanges entre les gens de Pontorson pour que ce projet puisse aboutir. Oui, donc pour compléter ce que dit Jean-Pierre, oui, il est vrai qu'on s'est rencontré l'ensemble des ex-communes de l'ex-canton de Pontorson pour discuter de ce projet qui pour nous, en fait, nous est utile et on en ressent le besoin depuis longtemps, notamment aussi avec tout cet accueil enfance, ne serait-ce que par la partie activité et la partie salariale au niveau du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire pour les parents qui travaillent, qui est donc aussi une zone d'emploi, un bassin d'emploi important, donc du coup des enfants aussi à accueillir à côté. Et pour ma part, donc après avoir discuté ce projet avec les collègues, mes autres collègues maires et André et son conseil municipal de Pontorson, nous avons nous décidé et délibéré aujourd'hui en conseil municipal une participation dans le fonds de concours de la commune de Huisnes-sur-Berre et peut-être comme d'autres communes aussi, donc pour participer et mener à bien ce projet. Voilà. Sur la partie donc des 50% dans la limite des droits au fonds de concours. Parce qu'on estime aussi que pour nous, pour notre commune, pour notre secteur, notre bassin, on a besoin de cet accueil enfant jeunesse. Merci. Alexis Sanson. Oui, pour compléter ce que vient de dire Yann, nous aussi, commune de Beauvoir et du Mont-Saint-Michel, on a délibéré pour participer au fonds de concours. Nous, on est très favorables aussi à ce dossier-là, puisque ce qu'il faut savoir sur notre territoire, on a quasiment 1000 emplois et on n'a aucune infrastructure pour retenir la jeunesse. Ce qui se passe, c'est que tout le monde s'en va chez nos voisins, Plaine Fougère, où ils ont tout pour faire venir. Alors nous, on veut dynamiser notre territoire et on n'a rien en face. Et quand on a des couples qui viennent chez nous pour qui ont trouvé du travail, la première question qu'ils nous posent, est-ce que vous avez une crèche, et puis tout ce qui va avec ça. Et quand on n'a rien, parce que pour la petite histoire, il y a quelques années, il y a eu un projet sur la commune de Beauvoir d'une mini-crèche qui n'a pas été au bout parce que c'était un privé qui portait ça. Mais c'est une demande qui dure et puis qu'il ne faudrait pas qu'il perdure maintenant. Merci. Alors, Daniel Furcy. Tout juste, Servon a voté favorablement aussi. Merci. Et André, de nouveau. Oui, moi je voudrais intervenir en tant que maire de Pontorson. J'ai écouté ce qu'a dit mon collègue, M. Raville, et ô combien je suis capable de comprendre quand il y a des projets qui sont bien avancés et dans la difficulté dans laquelle se retrouve aujourd'hui notre agglo. Ces projets-là risquent d'être différés. Au travers du projet qui est porté aujourd'hui, non seulement pour la commune de Pontorson, mais pour aussi l'ensemble d'un territoire, on a une fenêtre de tir qu'on ne retrouvera jamais, au travers de subventions qui vont jusqu'à hauteur de 80%. Et au travers de cela, vous avez entendu parler du reste à charge qui est de 420 000, et donc, sur les 420 000, les communes, et les collègues, je remercie au passage
de venir nous donner un coup de main sur ce dossier-là, qui viennent de témoigner. Pour les autres communes, elles n'ont pas encore délibéré, même si aujourd'hui, on n'est pas sûr. Si il n'y avait pas la totalité des communes à adhérer, mais je leur fais confiance, compte tenu des besoins de notre territoire, ça a été dit. C'est Pontorson qui abonderait parce que si on ne le passe pas maintenant, on en a pour 10 ans. Et c'est au travers de cela que je vous passe ce message. Il n'est pas question de prendre la place de qui que ce soit dans ce PPI. Mais voilà, on est le dos au mur. Ça a été dit, on a des besoins. La commune apporte des locaux, c'est une économie d'1,5 million, puisqu'on a chiffré aussi le dossier. S'il fallait le faire neuf, notamment un endroit qui serait plus opportun, parce qu'on pourrait le faire à côté déjà des écoles et des complexes sportifs, etc. Mais là, on fait ce choix-là à l'économie. Et la commune apporte des locaux et qui font une économie de 1,5 million. Voilà. Toutes les planètes sont alignées. Moi, si on n'y va pas aujourd'hui, on perd 10 ans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous passions au vote? Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Catherine, peut-être? Alors moi j'ai bien entendu tout ce que vous avez dit. Je suis persuadée du bien fondé du projet. Je dirais même que c'est quelque chose de crucial pour Pontorson et pour les alentours. C'est un projet effectivement qui était né pendant la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. À cette époque-là, on avait la capacité de le financer, ainsi que d'autres projets. Ces remarques liminaires étant faites, la responsabilité d'élu, voilà, c'est pour ça que je prends la parole, et en tant que vice-présidente, je peux vous dire que je pèse mes mots avant de prendre la parole. La réalité, elle est là. Je suis désolée, nous n'avons pas la capacité financière d'avoir des nouveaux projets, aussi crucial et aussi important soit-il. Et je le répète, je suis persuadée que ce projet-là est crucial pour Pontorson. Donc c'est vraiment pas dirigé ni contre le projet ni contre Pontorson. Et je suis même désolée de devoir dire les choses de cette manière. Mais nous n'avons pas la capacité financière. Alors je vois bien les efforts qui sont proposés par Pontorson, que ce soit une avance remboursable ou que ce soit la communauté d'agglomération qui décide de faire un emprunt pour la partie la concernant. Ça reste un emprunt, ça reste une dette et ça alourdit la charge de la communauté d'agglomération. Donc je ne sais pas si d'autres pensent comme moi, mais je pense que c'est de ma responsabilité d'élu, en tout cas j'en mesure toute la responsabilité de vous dire que, et j'associe Albert Bazir puisque j'en ai parlé avec lui avant de venir, étant donné qu'il m'a donné un pouvoir, pour les raisons que j'ai évoquées et avec à mon grand regret, je voterai contre ce projet pour des raisons purement budgétaires. Véronique Delépine. Effectivement, d'entendre dire que c'est indispensable et que ça ne peut pas se faire, ça me paraît un petit peu difficile. Moi, je crois aussi qu'on a des gens ici qui sont peut-être qu'à pouvoir prendre la parole pour nous expliquer. Je pense à David Juquin par rapport aux finances. C'est quand même un projet qui a été évoqué en réunion. C'est pas quelque chose qui est sorti comme ça aujourd'hui, ce soir. Donc j'aimerais bien que si David Juquin pouvait nous donner un petit peu les explications financières de la faisabilité ou de la non-faisabilité de ce projet. David, tu veux intervenir? Il y a ensuite Gaëtan Lambert qui lève la main. Alors, financièrement, on a une dette à 33 millions d'euros au 31 décembre 2017. Vu le dossier avec 1,5 million d'investissement et avec un reste à charge de 200 000 euros, sachant que le dossier, le temps qu'il se fasse, que les subventions soient mises en place, etc. C'est ce qu'on avait un petit peu parlé avec André. On serait plutôt sur une fin de travaux, fin 2019, début 2020. On a une capacité d'investissement de 2,8 millions par an, donc on anticipe un peu le PPI. Sur ce projet-là, financièrement, c'est possible. Après, ce qui est de la participation de la commune, la commune fait un effort. Par contre, moi, je marquerais par contre le fait qu'une commune fasse un emprunt à une communauté d'agglomération, ça serait une première nationale, si je ne dis pas de bêtises, c'est M. Lozé qui nous avait dit ça. Je préférais que la communauté d'agglomération reste autonome sur sa quote-part de reste à charge et de l'inscrire plutôt sur la fin des travaux en 2020.
Et pour répondre aussi à Gilles Daniel, puisque je peux comprendre les frustrations, parce qu'on est d'autres collectivités à avoir eu des projets sous le coude et qui étaient finançables. Donc on va entamer des travaux sur un PPI 2020-2026 pour que vous ayez une lecture un peu des dossiers qui étaient en cours dans les différentes collectivités, même si on sait très bien que notre mandat s'arrêtera en 2020, mais qu'on ait une visibilité des dossiers qui étaient en cours, qui ont été arrêtés, et sur lesquels il faudra bien avoir une lecture quand même sur les investissements à venir et ce qui est important pour notre agglomération. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci pour ces précisions budgétaires. Gaëtan? Merci, Monsieur le Président. Ça tombe bien que David ait pris la parole juste devant moi, parce qu'il y avait certaines interrogations de ma part. C'était déjà quelles solutions nous étaient proposées sur les deux. Et donc, je viens d'entendre le vice-président aux finances. J'approuve tout à fait sa solution. Moi, j'avais fait l'analyse et je vous l'avais indiqué au comité d'orientation que le problème financier de l'agglo était un problème conjoncturel sur une certaine durée et que la proposition faite par Potorson de prendre à charge par un fonds de concours nous permettrait de passer cette étape difficile, tout simplement. Donc je pense que ce projet est réalisable et par contre je suis persuadé qu'il est indispensable puisque les chiffres qui nous ont été donnés sur le territoire de Potorson le montrent. Et c'est même en lien d'ailleurs avec notre compétence de développement économique. Quand nous créons de l'emploi pour les Bretons actuellement, puisqu'ils ne peuvent pas venir à Potorson installer leurs petits-enfants. Donc moi je tiens à souligner l'importance de ce projet et le travail qui a été fait avec les services financiers pour passer cette étape conjoncturelle me paraît vraiment efficace et je serai très favorable à ce projet. Et je suis moi-même frustré puisque j'ai un problème de petite enfance à Sartilly et voilà, ce qui montre bien notre solidarité à Sartilly envers Potorson, on comprend le problème. Merci Gaëtan. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole pour conclure ces échanges? Guénaël Huette. Je souhaiterais, moi aussi, comme monsieur le maire de Sartilly, que les difficultés financières de la communauté d'agglomération ne soient que conjoncturelles, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Je crains que ce ne soit pas le cas parce que les difficultés budgétaires qui sont les nôtres sont liées à une augmentation bien trop importante depuis 1 an et demi des dépenses de fonctionnement. Et les dépenses de fonctionnement, elles perdurent. Donc je crains qu'il n'y ait pas d'effet simplement conjoncturel à nos difficultés, et je regrette que 1 an et demi après son acte de naissance, après son avènement, la communauté d'agglomération se retrouve déjà dans cette situation qui nous empêche d'investir. Parce que si on a créé une communauté d'agglomération qui regroupe 5 anciennes communautés de communes, c'était précisément pour donner priorité à l'investissement. Et je regrette les choix budgétaires qui ont été faits depuis le 1er janvier 2017, choix budgétaires qui ont privilégié les dépenses de fonctionnement. Maintenant, on est dans une situation délicate, une situation difficile, qui, comme l'a rappelé Catherine Bruno tout à l'heure, ne nous laisse plus aucune marge de manœuvre. Voilà. Donc, l'important, dans les mois qui viennent, même dans les semaines qui viennent, et pas pendant quelques mois seulement, pendant plusieurs années, je crois que David Jucquin partage ce point de vue-là, c'est de maîtriser et de, plus que maîtriser, de diminuer les dépenses de fonctionnement. Sinon, le même problème se reposera pour tel autre projet dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Il nous faut juguler ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, nos dépenses de fonctionnement, et on retrouvera les capacités d'investissement. Mais tant qu'on n'aura pas diminué ce budget de fonctionnement, il y a d'autres questions qui sont à l'ordre du jour ce soir, qui augmentent encore les dépenses de fonctionnement. Je crois que ce n'est pas sage de faire ça, ce n'est pas sage d'aller dans ce sens-là, et notre communauté d'agglomération devrait s'orienter de façon résolue vers des dépenses d'investissement croissantes et vers des dépenses de fonctionnement qui, en contrepartie, diminuent et qui doivent diminuer. Sinon, on aura encore ce type de difficultés. Je le crains fortement dans les 2, 3 ou 4 années qui viennent. Je vous remercie. Je vais compléter vos propos. En effet, les dépenses de fonctionnement sont en cours de diminution. Tous les services ont fait des efforts considérables pour
revoir à la baisse leurs exigences budgétaires. Je rends hommage justement à chacun de ces services qui ont fait ce travail. Nous avons voté au moment du budget une politique de rigueur que nous assumons, avec, je le rappelle malgré tout, une politique d'investissement qui continue à exister. Le discours qui consiste à dire qu'on ne fait plus rien, que l'agglo est endetté et ainsi de suite, ne correspond pas à la réalité. Nous continuons à fonctionner, nous continuons à assurer un service public de qualité à nos administrés, en lien avec les communes, et nous continuons à investir. C'est la réalité. Après que nous différions ces investissements, qui sont l'héritage des 5 communautés de communes qui ont fusionné au 1er janvier 2017, c'est parfaitement normal. Je pourrais laisser la parole à David Juquin qui va vous rappeler un petit peu quel était cet héritage en termes d'investissement et même en termes de fonctionnement. Et vous verrez que dire que c'est à partir du 1er janvier 2017 que tout est parti en vrille, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Que ce soit sur le fonctionnement lié au 0,12 ou au 0,11, on peut vérifier les chiffres, on va vous les redonner. Il n'y a pas eu de flambée de ces coûts. Après, c'est votre vision des choses. Ce sont vos propos. Vous les assumez, très bonne chose. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. J'aimerais que David Juquin reprécise certaines choses sur ce volet. C'est ma soirée en fait. Non mais quelques chiffres, effectivement en termes d'investissement, sur 2018-2019, sont 10 millions d'euros d'investissement net. C'est la capacité d'investissement de la communauté d'agglomération, c'est peu neutre. Quand je dis 10 millions d'euros net, c'est hors subvention. C'est ce qu'on a inscrit dans notre PPI 2018-2019. Je rappellerai juste que, effectivement, par rapport à des projets qui étaient partis sur certains territoires et qui avaient cette capacité, le fait de se retrouver tous ensemble, à freiner des engagements qui avaient été pris de part et d'autre, sans forcément avoir les finances, je vais parler tel que je le pense, et d'autres avaient ces financements. Il a fallu suivre les choses qui avaient été engagées par les différentes collectivités et mettre un stop un petit peu à notre capacité d'investissement par rapport à ce qui avait été engagé et ce qui devait l'être, mais qui n'a pas pu le faire et ne peut plus être réalisé tout de suite. Je rappellerai juste quelques chiffres. La capacité d'investissement CAF net des 5 communautés de communes précédemment en 2016 était d'1 600 000 euros. Avec la bonification de 2 millions d'euros des dotations de l'État, on est passé sur une capacité nette à 2 900 000 euros. Donc on a une capacité d'investissement qui est plus forte aujourd'hui, les 5 collectivités réunies, que ce qu'elle n'était avant si nous étions restés seuls. Monsieur Vette. Vous parlez de réalité, mais moi je voudrais rappeler aussi des réalités que personne ne peut contester et qui figurent dans les chiffres. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de la communauté d'agglomération. Au 31 décembre 2016, les dépenses de fonctionnement cumulées des 5 anciennes communautés de communes représentaient 43 millions d'euros. C'est le chiffre qui est issu des documents qui nous ont été fournis. Au budget 2017, on est passé à 47 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, donc plus 4 millions en quelques mois. Et le budget qui a été voté au mois d'avril dernier passe les dépenses de fonctionnement à 51 millions d'euros. Ce sont les chiffres qui sont ceux de la communauté d'agglomération, ce ne sont pas mes chiffres, ce n'est pas mon interprétation, ce sont des chiffres bruts qui s'imposent à tout le monde. Et comment voulez-vous qu'avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 8 millions d'euros en un an et demi, on ait maintenant des capacités d'investissement? Voilà, je redis, et ça vaut pour la communauté d'agglomération, ça vaut pour toutes les collectivités publiques de France et de Navarre. Si on ne maîtrise pas les dépenses de fonctionnement, et pour l'instant on ne les maîtrise pas, ou de manière en tout cas beaucoup trop faible, eh bien on aura encore pendant des mois et pendant des années des difficultés à faire des investissements, alors que l'on a créé la communauté d'agglomération, je le répète, pour être en mesure précisément de privilégier l'investissement sur le fonctionnement. Voilà. Moi je ne dis que ça, ce n'est pas de la polémique, c'est de la réalité. Ces chiffres-là, chacun peut les constater, chacun peut les vérifier. On n'a pas, pendant un an et demi, suffisamment maîtrisé, et c'est une litote de le dire, on a fait exploser nos dépenses de fonctionnement, et on est maintenant dans la situation dans laquelle on se trouve. Permettez-moi juste d'ajouter pour vos éléments d'information, les chiffres sont très bons. Vous parlez du CA 2017, effectivement 48 millions d'euros, je crois.
et 51 proposés, ou 47, 51. Excusez-moi pour les deux petits chiffres. Par contre, ce qu'il faut comparer, ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un compte administratif et un BP, parce qu'on y intègre le matelas. Donc on ne peut pas dire qu'on passe de 48 à 51 ou 52. On constatera en 2018 le CA 2018 et on comparera le CA 2017 et le CA 2018. Mais ne comparons pas, s'il vous plaît, un CA et un BP. Ce sont deux lectures différentes. Julien, on est en parfait d'accord. Si vous permettez 30 secondes, pendant 30 secondes, c'est juste pour répondre. Dont acte, mais par définition, le compte administratif de 2018 ne l'a pas. Les 43 millions et les 47 millions, c'est une comparaison de deux comptes administratifs. On verra effectivement à la fin de l'année quels seront les résultats du compte administratif en matière de dépenses de fonctionnement, mais je note quand même que dans le budget qui a été voté, c'est 51 millions d'euros. Et je ne vois pas bien comment on va pouvoir faire des millions d'euros d'économies de fonctionnement pour ne pas avoir un résultat qui risque de ne pas être bon à la fin de l'année aussi. Juste de rajouter, excuse-moi David, parce que c'est des chiffres quand même, sur le BP 2017, on a voté un budget à 57 millions d'euros, parce qu'il y avait 5-6 millions d'euros de matin dans lequel on a été obligé de taper pour faire les investissements. Donc cette année, on a 51 millions d'euros. Nous comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire les comptes administratifs, et c'est vrai qu'en 2016, les comptes administratifs étaient moindres, seulement je rappelle que pour avoir une lecture comptable fiable, il faut-il encore avoir les mêmes données comptables. On est passé de 44 ou 45 budgets avec des appréciations comptables différentes, où il y avait des choses qui étaient mises dans les différentes collectivités, soit sur le budget général, soit dans le budget annexe. Il y a eu un travail qui a été fait par les services finances pour réaiguiller en fonction si c'était dans le budget général ou les budgets annexes, d'où une difficulté de lecture et de comparaison entre 2016 et 2017. Ceci étant, là où je vous rejoins, c'est que nous attendrons le CA 2018 pour voir les efforts qui ont été faits. Et je sais que les données ont été faites dans chacun des services de faire des économies, de mutualiser, de faire des économies d'échelle. Et nous attendrons donc dès 2018 de voir si ces efforts qui sont consentis dès cette année produiront leurs effets et qu'on verra financièrement ce que ça donne. Merci. Alors, Jean-Luc Rochefort, il y avait une autre main qui se levait dans le fond, c'est Francine Formentin. Je crains qu'on ait ce débat dès qu'on aura à discuter d'un projet. Pourtant, on a un projet avec un reste à charge qui ne serait pas énorme, puisque c'est que 220 000 euros finalement. J'imagine la discussion qu'on aura quand ce sera un projet de 2 millions. Je crois qu'il va falloir qu'on ait le courage sur notre territoire qui n'est pas du tout cohérent. Parce que quand on a hérité de communautés de communes qui avaient des politiques différentes, c'est tout à fait défendable. Dans certains cas, c'était les communes qui portaient les salles de sport. Dans d'autres cas, c'était la communauté de communes. Dans d'autres cas, c'était les anciens chefs-lieux de canton. Je pense qu'il va falloir remettre tout ça sur la table. Il y a un paquet d'équipements qui sont à la GLO aujourd'hui qui, à mon avis, doivent retourner à des communes ou à des anciens chefs-lieux de canton. Si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira jamais. Donc ça permettra à la GLO de récupérer des fonds. Et ça, il faut le faire très vite. Jean-Luc, c'est très bien que tu en parles, parce que c'est précisément le travail que nous menons actuellement, à la fois dans le niveau du bureau et du comité d'orientation, et qui est évoqué dans certaines commissions. Francine Formentin. Oui, donc moi je veux qu'on revienne aussi sur le projet. Nous sommes sur un projet où on parle d'enfants. Des enfants qui sont dans des lieux qui sont inadaptés pour eux. On n'est pas sur un centre d'entraînement pour des chevaux, on est vraiment sur un lieu pour les enfants. Donc il est essentiel, je pense, que l'on préserve nos enfants sur le territoire dans lequel on est. Pour certains, une ancienne CDC, ça a été couvert en temps et en heure, ça s'est fait. Nous avons des beaux locaux et c'est une très bonne chose pour nos enfants. Il y en a d'autres, eh bien, l'histoire de ces anciennes CDC n'ont pas permis de créer ces locaux adaptés. Et de ce fait, je pense qu'il y a des priorités à faire dans le projet. Et aujourd'hui, je pense que ce projet-là doit être une priorité. Et nous, en tant qu'élus, nous devons accompagner ce projet dans l'intérêt des familles qui sont sur les territoires, mais surtout dans l'intérêt des enfants. Merci Francine. Je pense qu'on a épuisé le débat. Chacun a pu s'exprimer, donc je vous propose de passer au vote. Donc, je rappelle, il s'agit d'approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus pour ce projet de pôle enfance.
Voilà, donc 128 votes ont été reçus, 69 sont favorables, 42 sont défavorables, et nous avons 17 abstentions. Voilà, je vous remercie. La question est adoptée à la majorité. Olivier, attends, il y a une intervention d'Olivier Delisle. La question 13 sous-entendait aussi que l'on choisisse une des deux solutions qui a été présentée. Ah, sauf, si je me trompe, on ne s'est pas positionné à savoir si c'était l'agglo qui s'endettait. Enfin, de toute façon, c'est l'agglo qui va s'endetter d'un sens comme d'un autre, mais soit par l'intermédiaire de la commune de Pontorson, soit en direct. Alors, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour se positionner ce soir, sachant que l'ensemble des communes ne s'est pas positionné? Je serais tenté de dire que tant que le tour d'étape du côté de Pontorson n'est pas terminé, il est difficile de se... Jean-Pierre, quel est Moi, je ne m'arrêterai pas forcément. Ce soir, c'est vrai qu'il y avait deux hypothèses, mais je crois qu'il y avait d'autres éléments qui nous restent aussi à parfaire. La recherche de l'ensemble des subventions, les négociations avec la CAF. Il y a un dossier finalité qui est en cours, donc on attend aussi le retour des services de la préfecture. Donc globalement, sur l'ensemble de ce qui vous est proposé ce soir, c'est vrai qu'on avait une alternative de se dire est-ce que c'est la communauté qui fait l'emprunt ou est-ce qu'on laisse la commune nous faire l'apport. On peut éventuellement remettre cette question-là au vote si vous le souhaitez, mais ça peut aussi être vu à un autre moment quand on aura plus d'éléments financiers, parce qu'il faudra aussi à un moment ou l'autre savoir exactement quel est le montant du reste à charge. Et ce soir, si on vote pour des sommes sans savoir exactement pour lesquelles on va voter, je pense que c'était une hypothèse qui est restée ouverte, sachant que de toute façon, la communauté devra assumer sa quote-part des 50% du reste à charge. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui a été adopté ce soir? Parce que la délibération telle que je la lis me laisse un petit peu perplexe. Voilà. Donc, les 69 voix pour, c'est 69 voix pour le plan de financement. Pour le plan de financement. Le tableau tel qu'il est proposé sur le projet. Donc on est d'accord qu'on enlève du compte rendu. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide de valider la solution numéro. Oui. Ça n'apparaîtra pas. Non. Précise que le montant du fonds de concours sera validé définitivement après l'application des différentes subventions et approbation du montant des travaux après signature des marchés des travaux. Pourquoi pas. Autorise le président à solliciter les différentes subventions. Ça, c'est bon. Et autorise le président à signer tout acte ou convention nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Ça me pose un peu question, quoi. Encore une fois, on approuve l'idée du projet avec les recherches de financement ou de cofinancement qui sont énumérées dans le tableau. Voilà, j'ai envie de dire que ça n'engage à rien, si ce n'est à permettre à l'administration communautaire d'aller solliciter officiellement les financements qui aujourd'hui ne sont pas totalement acquis. Donc, en effet, il y a lieu de retirer la première ligne qui nous a obligés à décider d'une option ou d'une autre concernant le cofinancement avec la commune. Donc, une fois que cette ligne est retirée, il n'y a pas de difficulté majeure concernant le reste des 3 points. J'ai confiance en Sabrina, elle mettra ça dans le compte rendu, parce que ce qui va bien sans le dire, ça va quand même mieux quand on le précise un peu, parce que à mon avis, là, je suis pas sûr que tout le monde savait bien pourquoi il y avait 69 voix. Je l'avais dit avant le vote, j'ai dit approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus.